Bonjour à tous et merci de votre présence à ce webinaire. On a un peu plus de 80 personnes inscrites, donc on va patienter bien sûr quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Pour le mode de fonctionnement, votre micro est désactivé par défaut. Vous pourrez poser vos questions via la fonction questions et réponses qui est au bas de votre écran. Je vous laisse encore 2 ou 3 minutes, le temps que tout le monde arrive. À tout de suite. Bonjour. Bonjour Pierre. On va attendre encore 1 ou 2 petites minutes, le temps que les participants se connectent. On avait pas mal de monde inscrit aujourd'hui. La thématique intéresse toujours pas mal sur l'Udiban. Donc pour ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que votre micro est désactivé par défaut. Et le webinaire va se dérouler en 2 sessions. Entre les 2 sessions, vous aurez un temps de questions et puis un autre temps de questions-réponses à la fin. Vous pouvez poser vos questions-réponses par le biais de l'outil qui est au bas de votre écran. C'est le petit point d'interrogation. N'hésitez pas, surtout toutes les questions sont les bienvenues. 32, allez, on attend encore une toute petite minute et après, on va débuter. Allez, on va pouvoir commencer. Puis si des personnes nous rejoignent en cours de route, elles prendront le meeting voilà, qui aura débuté. Donc, merci encore de votre présence avec nous aujourd'hui. On est ensemble aujourd'hui pour environ 30 minutes. Donc, c'est un webinaire de courte durée. Vous le savez, ça fait maintenant depuis début mars qu'une nouvelle escalade de violence est en cours au Liban, qui cause de nombreuses victimes parmi les civils et qui engendre des déplacements massifs de population. Donc, en réponse à cela, notre ONG a mené une nouvelle mission exploratoire et de secours dès les premiers jours de cette escalade de tension. Et nous sommes de nouveau sur place, cette fois-ci pour une mission de formation des soignants locaux. C'est une mission qui est menée, je le rappelle, à 100% grâce à l'aide de nos donateurs, donc grâce à l'aide d'une bonne partie d'entre vous, je pense. Donc, je vous en remercie de nouveau. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà MEAD, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vous refais une présentation très rapide. Donc, nous sommes une ONG de santé internationale qui intervient là où l'accès aux soins est bafoué, essentiellement en zone de conflit. Le Liban fait partie des zones où notre ONG intervient pour des missions ponctuelles depuis plusieurs années déjà. Et nous espérons pouvoir pérenniser notre action sur place prochainement. De mon côté, de même, les habitués des webinaires me connaissent déjà sûrement. Pour les autres, je suis Michel, je suis responsable fundraising, donc levée de fonds et communication chez MEAD. Et aujourd'hui, c'est le docteur Pierre Catoire, coordinateur médical et responsable de notre mission au Liban, qui va intervenir d'abord pour revenir sur le contexte actuel au Liban et les enjeux sécuritaires et sanitaires,
puis dans un deuxième temps pour vous présenter notre action et nos perspectives sur place. Entre ces deux temps, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions avec l'outil questions-réponses au bas de votre écran, donc le petit point d'interrogation. Et on prendra donc un deuxième temps en fin d'intervention pour de nouvelles questions. Et Pierre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous, bonsoir. Et merci beaucoup de votre intérêt pour ce webinaire, de votre intérêt pour l'organisation en général et pour cette mission en particulier. Donc, on, on est présent de manière non permanente depuis 2024, comme vous le savez, au Liban. Et donc, suite à la récente escalade, on a choisi de débuter ce projet en urgence pour répondre aux besoins les plus prioritaires et ceux dont on avait la possibilité de, euh, auxquels on avait la possibilité de répondre. Donc, je suis actuellement à Beyrouth pour vous répondre, pour débuter ce projet que je vais vous présenter. Si Michel, tu peux me confirmer que vous avez accès à mon écran, puis je vais vous présenter un petit peu Oui, on te voit le bien et contexte on voit l'écran. de cette mission. Parfait. Euh, donc, dans l'intervention, je vais vous faire un cadre général. Je vais essayer d'être assez bref, parce que je pense que plusieurs d'entre vous, la majorité d'entre vous, connaissent l'évolution, mais je pense que c'est intéressant pour comprendre la situation, de reprendre un petit peu les étapes de cette nouvelle escalade qui s'inscrit dans un cadre plus général dont on va dater pour ce qui est de l'histoire récente des dernières années. On va partir de l'explosion des dispositifs de télécommunication qui était le 17 et 18 septembre 2024, qui est ce qu'on appelait l'explosion des beepers, donc qui ont touché plus de 3000 personnes, qui sont arrivés très brutalement dans les services d'urgence, et ça a marqué une approche du conflit qui est particulièrement brutale, qui s'est suivie dans les jours suivants d'une campagne de bombardement dès le mois de septembre, fin septembre 2024, de bombardements massifs au sud et à Beyrouth même, ici, a entraîné un mouvement très large de déplacés, plus d'un million à ce moment-là, et suivi dans les jours qui ont suivi du début d'une invasion terrestre, qui étaient sur certaines zones proches de la frontière, mais qui ont créé des poches de présence. Et au-delà de cette invasion terrestre, une présence non physiquement sur le territoire, on a vu la présence d'une stratégie, non sur laquelle on va revenir, mais une stratégie d'interdiction d'accès pour les populations dans l'ensemble, qu'elles soient civiles ou considérées comme combattantes ou non combattantes, au sud de Litani River, qui est une frontière naturelle considérée comme historique, en particulier dans les opérations israéliennes au Liban. Donc cette campagne de bombardement, elle a été particulièrement intense. Je pense que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, et elle s'est diminuée, puisque le terme d'arrêt est vraiment pas adapté à la situation, fin novembre 2024, sur un accord de cessez-le-feu qui était sous l'égide des gouvernements américains et français. Et à ce moment-là, on a eu un mouvement de retour des populations qui a été très marqué. Là, les images que vous voyez, c'est des images de retour de cette période-là. Mais néanmoins, il y avait d'une part des populations qui avaient perdu leur maison, ou d'autre part une persistance d'activité de conflit, une persistance de bombardement qui empêchait le retour et la reconstruction, la réhabilitation de toutes ces zones déjà détruites au sud. Donc ça, c'est la situation fin 2024. On a bien observé, en fait, entre décembre 2024 et février 2026, stratégie assez claire et en réalité assez assumée euh, de, euh, de prévenir le retour des populations civiles, avec beaucoup d'utilisation voilà, de la menace des airs, des bombardements dits ciblés, même si le caractère ciblé est contesté très clairement. Et en réalité, on voit bien des opérations qui visent à empêcher qui que ce soit de revenir vivre sur ces zones-là, qui étaient partiellement assumé, on va dire. Et puis en mars 2026, il y a une nouvelle escalation une nouvelle escalade du conflit, une reprise des tirs entre le Hezbollah d'une part et l'armée israélienne
D'autre part, une campagne de bombardement encore plus massif, d'une intensité qui était supérieure encore à ce qu'on avait vu en 2024, plus de déplacés. Voilà, et également une campagne qui est plus ample sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y avait des zones qui étaient considérées par la population comme sûres, ou en tout cas plus sûres que le sud et Beyrouth, et qui ont été frappées. Voilà, en réalité, on retrouve des impacts sur quasiment l'ensemble du territoire depuis le 2 mars. Voilà, le 16 mars, il y a un début d'invasion terrestre qui est beaucoup plus ample, euh, jusqu'à arriver au mois de début avril à cette déclaration unilatérale de l'armée israélienne de l'installation de ce qu'ils ont appelé une ligne jaune. Et c'est quelque chose d'assez marquant, puisque il est assez assumé que l'idée d'utiliser la menace de répéter ce qui a été fait à Gaza. C'est une communication qui est très explicite de la part des porte-paroles de l'armée israélienne, et l'utilisation de ces termes de ligne jaune, ça s'inscrit dans cette ligne-là, de vouloir établir un parallèle. Ça rentre également dans le cadre d'une pression psychologique qui est mise sur la population et qui est un des outils parfaitement assumés comme un outil stratégique par l'armée israélienne. Le 16 avril, il y a eu un nouvel accord qui vise à établir un cessez-le-feu. Le fait que le statut de cessez-le-feu dépasse les déclarations est très contesté par les acteurs présents, étant donné qu'en réalité, il y a toujours une activité de conflit, il y a toujours des drones, on pouvait les entendre ici il y a quelques heures. On a une activité de conflit qui est persistante, qui est moins intense qu'avant cet accord, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Voilà pour le contexte historique, et je pense que ce qui peut être peut-être intéressant pour comprendre la situation, c'est d'une part voir les cartes. Donc là, c'est une carte qui représente la fameuse ligne jaune, les zones qui sont sous occupation terrestre, que vous voyez en jaune ici. Mais au-delà, les zones qui étaient au sud de Litanie ont été évacuées, et maintenant, les zones au-dessus de Litanie sont sous ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Néanmoins, il reste des populations là-bas. Il ne faut pas penser que c'est des zones qui ont été abandonnées. C'est pas le cas. Donc, il y a une persistance de populations qui sont extrêmement isolées, parce que, comme vous savez, beaucoup des ponts ont été coupés, quasiment tous. Et donc, le retour sur ces zones-là est très, très, très difficile, à la fois pour les populations et à la fois pour les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Donc, au moment où on parle, depuis le 2 mars, le bilan s'établit à près de 12 000 victimes, dont près de 3 000 morts, avec 10% d'enfants. Ce qui est un schéma qui évoque un ciblage peu différencié entre les populations civiles et militaires. Plus d'1 million de déplacés au moment où on parle, et ça c'est un schéma qui est très important, c'est qu'il n'y a pas du tout les figures de retour qu'on a connues en 2024. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui s'est répété, ce qui démontre bien une conscience tout à fait lucide de la population sur l'absence de perspective de retour à court terme, malgré des conditions d'hébergement pour une très grande partie des déplacés qui sont difficiles, puisque dans les chiffres qui nous remontent, c'est toujours très difficile d'évaluer des chiffres exacts, puisque les dispositifs de recueil exhaustifs sont difficiles à mettre en place, mais moins de 15% des populations déclarées comme déplacées, qui se déclarent comme déplacées, sont dans les centres d'accueil officiels. Beaucoup sont dans des logements, il y a également chez les amis, dans la famille, toutes ces figures-là, et qui aggravent une précarité dans un scénario où ces personnes resteraient déplacées. Pour longtemps, c'est des choses qu'il faut absolument que nous, on prenne en compte. Un déplacé sur trois est un enfant, et on a cette limitation des retours. Au total, on ne se rend pas forcément compte à l'échelle du pays, mais on parle de 10% du territoire du Liban qui est sous ordre d'évacuation. Avec, comme je vous le disais, mais je souhaite vraiment insister dessus, des modes opératoires qui visent
à empêcher le retour de la population, c'est en réalité assez déclaré par l'armée israélienne, que c'est un des objectifs, c'est d'empêcher le retour. Ça passe par une stratégie de destruction systématisée de beaucoup d'infrastructures civiles. Ça va passer par l'utilisation de bombes à sous-munitions qui contaminent les territoires. Ça passe par l'utilisation de certaines armes, donc je pense que vous avez entendu parler, l'utilisation du phosphore blanc, qui sont connues pour être des armes qui rendent extrêmement difficile le retour des populations civiles dans les zones contaminées. Un impact également sur le système de soins. On a 110 soignants qui ont été tués, 259 blessés, 16 hôpitaux qui ont été endommagés, beaucoup d'autres infrastructures et toujours 3 hôpitaux au moment où je vous parle qui sont fermés. La figure que je vous présente, c'est le nombre de décès et de blessés depuis les accords qualifiés de cessez-le-feu. Donc, pour vous montrer que on reste sur des chiffres qui concernent une dizaine, quinzaine, vingtaine de décès par jour, ce qui est difficile à considérer comme un cessez-le-feu effectif. Je vous montre quelques images. Ça, c'est voilà, qui ont été remontées dans beaucoup de médias internationaux, hein, en l'occurrence. Donc, qui montrent bien l'utilisation. Ce que vous avez là, c'est une bombe, c'est une munition non explosée. Ça se reconnaît très bien. Ce que vous voyez là, c'est un ruban de nylon blanc qui sert à guider les trajectoires des munitions. Et qui sert à leur donner une rotation qui leur permet d'exploser, en sachant que sur ces armes-là, tous les acteurs du champ considèrent qu'entre 20 et 50% des munitions, et en l'occurrence que vous avez là, ça tire 64 munitions par coup, et donc on sait que sur ces 64 munitions, 20 à 50% n'exploseront pas et resteront sur le sol, en sachant que c'est les premières victimes de ces munitions non explosées sont les enfants qui les récupèrent. Une utilisation de phosphore blanc, c'est ça. C'est des armes qui sont utilisées comme traceurs officiellement, mais qui ont surtout un effet de contamination de zone à la fois écologique et des populations. C'est des lésions de brûlure, c'est des lésions respiratoires très graves qui peuvent amener au décès. Voilà, et je vous montre juste une image aérienne. Ça, c'est un document CNN qui est Bintej Bel, qui est une ville du sud proche de la frontière, et qui est voilà l'évolution des vues aériennes. Donc, où on a une stratégie très assumée de destruction intégrale des villages de ces zones-là. Je pense que l'image parle d'elle. Dans Merci ce contexte, beaucoup. on a une réponse que je vais vous présenter après. Je ne sais pas si vous avez des questions actuellement. Merci pour cette première partie. C'est vraiment très, très complet et détaillé. Et on imagine bien effectivement à quel point la réponse qu'on propose actuellement, donc une formation à l'échographie d'urgence, ça peut être utile dans ce contexte. On va en parler juste après. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? En tout cas, dans le chat, je n'en vois pas, mais on va laisser une petite minute si certains participants ont des questions qui leur viennent. A priori, pas de questions, j'ai l'impression. Donc, je pense que tu peux enchaîner, Pierre, sur la deuxième partie. Une question vient d'arriver, in extremis. Quel est l'état du système hospitalier dans le sud? Demande Yvan. Oui, l'accès au système, l'accès aux soins dans le sud, il est extrêmement complexe. D'une part, puisque pour ce qui est de ce qu'on appelle le soin secondaire, c'est-à-dire globalement les hôpitaux sont logistiquement très coupés. Ils ont bien évidemment perdu des personnels, que ce soit par attaque directe ou que ce soit parce que certains soignants ont dû fuir pour leur famille ou pour leur danger personnel. Donc, il y a un manque de personnel, il y a un manque d'accès aux médicaments, il y a un manque d'équipement, il y a des coupures d'électricité, d'eau, et comme vous le savez, pour un hôpital, c'est pas quelque chose dont on peut se passer facilement. Il y a aussi, et c'est un point sur lequel il faut insister, des attaques où on a observé des schémas qui, en particulier pour nous, AMEA, nous rappellent ce qu'on malheureusement connaît de la Syrie, qui sont ce qu'on appelle les double taps, voire triple taps, c'est-à-dire on tape à un endroit et on tape une deuxième fois en présence des secouristes.
ce qui est considéré comme un crime de guerre, en l'occurrence dans les cas qui sont avérés. Et c'est effectivement une stratégie qu'on a en tout cas observé, que les acteurs internationaux d'identification de ces actions-là ont bien repéré. Donc, les personnels paramédicaux sont considérés comme ciblés. Il y a eu de nombreux décès. Donc, voilà, on a ces enjeux-là. Pour ce qui est de la santé primaire, et donc, voilà, des consultations de médecine générale, de l'accès aux soins de premier recours. Il y a également beaucoup de difficultés. On a les mêmes enjeux de manque de personnel. On a aussi la difficulté que c'est pratiquement impossible de mettre en place des unités mobiles, puisque il n'y a aucune garantie d'être protégé en tant que véhicule, si ce n'est quelques rares convois humanitaires, mais qui ne sont pas faits pour aller faire des consultations sur place. Donc l'accès aux soins primaires comme secondaires est extrêmement détérioré sur ces zones-là, évidemment. Et il y a une autre question qui est arrivée. Pouvez-vous détailler votre rôle et depuis combien de temps? Demande Françoise. Combien MEAD regroupe de soignants qui interviennent au Liban? Et je pense que toutes ces questions-là, on va y répondre en fait dans la deuxième partie. La question combien MEAD regroupe de soignants, c'était Irène et donc Françoise, votre rôle et depuis combien de temps? Donc ça, on va y répondre juste après. Une autre question avant de passer à la deuxième partie. Pouvez-vous détailler l'impact des dommages écologiques occasionnés par l'action des forces israéliennes sur la santé des riverains, en particulier les enfants? Alors, j'ai Peut-être un peu pas. pointu. Oui, non, 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 c'est une très très bonne question, c'est une question très importante. Je suis pas en mesure de vous donner des données quantitatives, puisque c'est à la fois des choses très pointues qui sont en lien, mais qui sont pas dans le cœur de notre scope en tant qu'ONG de santé, même si bien évidemment c'est un déterminant de santé, donc on a un œil dessus, et tout simplement aussi parce qu'on n'est pas dans des conditions où on peut recueillir des données fiables et exhaustives qui permettent d'avoir une quantification. Par contre, on est en mesure d'avoir une qualification, au sens de, il y a plusieurs cas rapportés, documentés. Donc, comme je vous disais, d'utilisation de phosphore blanc, d'utilisation également d'insecticides et d'épandage d'insecticides qui sont, on va être très clair, c'est très difficile d'y voir un intérêt militaire direct, immédiat et proportionné, comme on dit. Donc, effectivement, il y a un impact sur la possibilité d'avoir une économie, une vie sociale sur place. Et donc, bien évidemment, ça a un impact sur la santé. Et comme vous le relevez très justement, là, les premières victimes de ça, oui, c'est les enfants, qui sont sensibles à des doses bien entendu plus faibles, qui ont moins de mécanismes de protection, qui peuvent être exposés parfois, oui, à des dépôts qui peuvent être à des hauteurs différentes, et donc qui vont là aussi être exposés. Donc effectivement, toutes ces choses-là sont très souvent ciblent le plus souvent les enfants. Merci beaucoup pour cette réponse, Pierre, et merci à tous pour vos questions. Et je pense qu'on peut passer à la deuxième partie, la réponse de MEAD, et qui répondra justement, je l'espère, à vos questions, Françoise et Irène. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat pendant que Pierre vous présente cette deuxième partie. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, la réponse qu'on met en place, donc voilà, moi, mon rôle pour répondre directement à la question, je suis coordinateur de la mission. Je suis coordinateur médical au sein du siège AMEAD, et j'ai eu la possibilité et le plaisir d'être sur différents terrains, mais en l'occurrence, je coordonne l'organisation de notre réponse, de ce qu'on met en place. Euh, une réponse qu'on essaye de mettre dans les principes d'action qui sont caractéristiques de notre organisation. Alors, je vous le présente avec des grands mots très grandiloquents, mais je pense que si vous connaissez l'organisation, vous connaissez les idées qu'on met derrière. C'est que d'une part, sur une crise comme ça, les différents enjeux se répondent. Les enjeux de santé directe, qu'ils soient de santé primaire ou secondaire, ont un impact sur l'économie, sur les moyens tout simplement que les gens ont d'acheter des médicaments. Dans un pays où, en 10 ans, les médicaments ont multiplié leur prix par
un facteur 11. Cette économie, elle va jouer sur les facteurs de possibilité d'hébergement, sur aussi la possibilité de se protéger. Vous savez, quand les gens sont déplacés, ils sont plus exposés à des situations d'abus, à choses comme ça. Et tout cela joue, et c'est un point sur lequel on va revenir, sur la santé mentale, qui est un point qui est très important au Liban, bien évidemment, ce d'autant qu'il y a aussi une activité ciblée de guerre psychologique, que ce soit par la présence des drones sur des vols bas, que ce soit par l'envoi de tracts, ça a eu lieu il y a quelques semaines, que ce soit par l'envoi de messages sur le téléphone, que ce soit par des passages supersoniques qui font des blasts de cônes de cônes soniques qui peuvent aller jusqu'à casser des vitres hein, parfois. Donc il y a un impact sur la santé mentale qui est au-delà d'être une conséquence de la guerre, qui est causé directement par des choix conscients d'impacter l'état psychologique des populations. Et donc, pour répondre à tout ça, on ne peut pas avoir une approche en silo sectoriel. Donc, on travaille à établir une réponse synergique. Alors, nous, on est un acteur de santé, mais donc, on se coordonne avec les acteurs qui répondent à tous les champs. Le Liban a une structure d'ONG qui est ancienne, qui est profonde, qui est inscrite dans le tissu social, avec un gouvernement qui tient, et c'est une très bonne chose au Liban, à garder la main et à coordonner dans le cadre d'une politique de santé qui, en tout cas, selon nous, fait beaucoup de sens. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. On met en place évidemment un dispositif qui se veut dynamique, au sens où les scénarios sont ouverts et en particulier les scénarios de déplacement de population sont très très fluides. Euh, et donc c'est un enjeu sur lequel on doit travailler d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire d'être capable de répondre à de nouveaux déplacements de population, que ce soit de répondre à des évolutions de situation, à des évolutions de tactiques de tactiques de conflit. Voilà, on doit être capable d'apporter une réponse dans tous ces scénarios. Euh, une chose qui est essentielle, ça va commencer à répondre à votre question sur notre soutien et sur les soutiens médicaux, c'est que, comme vous le savez, c'est une marque de notre organisation et c'est un choix profond que l'on fait toujours, c'est on soutient les systèmes de santé et les soignants sur place. Voilà, il est très rare qu'on fasse du soin direct. Euh, voilà, pour toutes les raisons que vous connaissez déjà, pour des raisons ne serait-ce que déjà d'efficacité, ne serait-ce que pour des raisons d'acceptabilité, pour des raisons de justice également. Et donc, les choix opérationnels qu'on a faits sont d'abord de soutenir le système de soins existant, qui est particulièrement performant au vu des conditions au Liban. Euh, et la dernière chose, c'est d'avoir une action qui est pérenne, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose dont on tient compte, c'est la possibilité de penser déjà à l'après. Alors même quand l'après est très incertain, ce qui est le cas ici, c'est quelque chose qu'on doit inclure dans notre réflexion opérationnelle. Donc, pour répondre à cet enjeu, la première réponse qu'on a mise en place, puisque d'une part, ça répond à un besoin qui peut être clé dans cet enjeu-là et qui vient d'une demande des soignants, en particulier du ministère de la Santé, c'est la formation, un outil que vous connaissez si vous suivez notre organisation, puisqu'on l'avait mis en place pour la mission Ukraine et qu'on l'a mis en place pour la mission Palestine, c'est la formation à l'échographie d'urgence. Alors, l'échographie d'urgence, c'est un examen de référence pour la prise en charge du blessé grave. C'est un examen qui vise à repérer les lésions à risque vital. La majorité de ces lésions-là et de permettre de décider quel patient, en tout cas pour ces pathologies-là, doit aller au bloc opératoire immédiatement. Dans des situations d'arrivée massive de victimes, ce triage-là, il permet concrètement de sauver des vies au sens de, on va repérer le patient qui, lui, n'a pas 20 minutes pour être pris en charge par un chirurgien par un geste de contrôle des lésions immédiates. L'examen, il est réalisable en 2 minutes par des soignants au lit du malade, c'est-à-dire que c'est un examen qui est fait par le médecin urgentiste ou par le réanimateur qui prend en charge le patient. Et la formation, elle est efficace après déjà 2 jours. Euh, Ça, pour le coup, c'est pas nous qui l'inventons, c'est des choses qui sont publiées dans la littérature de pédagogie médicale et d'échographie. Euh, Néanmoins, on a choisi pour cette mission-là de faire un accompagnement
des soignants dans les services pour maximiser l'effet de cette formation. On a fait ces 2 jours-là, le 14 et 15, et on est maintenant dans une phase où les médecins qui ont été formés, on les accompagne dans les hôpitaux, on fait les échographies avec les médecins qui prennent très 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 vite en compétence. Et c'est quelque chose, pour moi, d'un point de vue pédagogique, qui est vraiment très marquant, de voir l'inscription et de voir les médecins commencer à rentrer l'échographie dans leur réflexion, puisque voilà, j'ai parlé du blessé grave, mais ça rentre aussi dans les détresse respiratoires, ça rentre dans les états de choc, ça rentre dans les défaillances circulatoires, ça rentre dans une certaine collection de symptômes et de points d'appel et d'urgence potentielle. C'est une formation qu'on a construite sur nos expériences précédentes, où voilà, en Ukraine, on a eu plus de 2000 soignants formés, en Palestine, plus d'une centaine, et en Palestine, le projet est toujours actif d'ailleurs. Voilà, donc on a cette phase-là qui est une phase pilote actuellement, puisque pour convaincre de l'intérêt, on a choisi avec le ministère de la Santé et avec d'autres organisations de faire un pilote. On est en train de faire, donc là, moi, toute la semaine, je suis à l'hôpital Rafik Hariri ici, dans l'idée de montrer tout le potentiel de cet outil-là, puis d'après développer ce programme de formation au sud et en particulier dans les zones sous ordre d'évacuation qui sont les zones les plus touchées et où cette formation a le plus de chances d'être bénéfique. Et également, et je pense que vous savez aussi que c'est quelque chose qui est important pour nous, de former très vite des formateurs et en particulier de former des formateurs libanais pour que ce projet-là ne dépende pas d'un acteur ONG, fût-il notre organisation, mais c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est que les premières personnes qui soignent et qui sauvent des vies et les personnes qui sont clés, c'est les soignants libanais. Voilà. Et donc, on tient à ce que ce projet soit coordonné avec les autorités, le ministère de la Santé qui est à nos côtés pour tout ce projet-là, qui a choisi les hôpitaux d'implémentation pour la phase pilote, qui a choisi les médecins. Le ministre de la Santé est venu inaugurer l'événement. Donc, on a cette relation étroite qui est de grande valeur pour nous. On travaille bien évidemment à monter notre réponse malgré les enjeux opérationnels qui sont très importants, comme vous vous en doutez. On ne peut pas arriver avec un container de médicaments, 3 médecins et commencer les opérations. On aimerait beaucoup, mais c'est malheureusement pas si simple. Donc, on est en développement de plusieurs autres modalités de réponse qui sont donc telles qu'elles sont identifiées, notamment le soutien aux populations déplacées du Sud et donc d'aller faire ces actions cliniques mobiles. C'est la photographie que vous voyez qui date de 2024, quand on avait déjà travaillé à cette réponse-là. Et notre projet étant d'inclure à la fois des équipes mobiles de soins de santé primaire qui vont vers ces personnes en particulier qui sont en dehors des abris officiels et qui sont donc coupées des dispositifs de soins, d'aller y apporter aussi une activité de santé mentale en partenariat avec des organisations locales qui ont une très grande expertise dans ces domaines-là, et également d'aller repérer les situations à risque, que ce soit d'abus, que ce soit les situations à risque administratif, légal, sécuritaire, et de permettre de ramener ces personnes-là vers les dispositifs d'aide existants, de faire également ce qu'on appelle cet aller vers dans ces situations-là. Et l'autre projet, c'est d'appuyer, de faire un appui technique aux services d'urgence. Comme vous savez, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, et des équipes de secours qui sont extrêmement sollicitées, en couplage, en synergie avec cette formation d'échographie, selon les priorités qui sont définies par le ministère de la Santé. Donc, on travaille à l'organisation de ces réponses avec les autorités locales, avec les populations locales et leurs représentants, avec les autres organisations également qui sont sur place, en sachant que, je pense que vous vous en doutez, ces choix opérationnels, ils seront amenés à changer puisque la situation est extrêmement volatile, et ce sera tout un travail de maintenir la pertinence de nos opérations. Et pour faire ces missions, on a besoin de votre soutien. Et ce qu'on fait là, ce qui me permet, moi, d'être là aujourd'hui, de vous parler de cette situation et de mettre en place cette formation à l'échographie, c'est votre soutien. Donc, je tiens encore à vous remercier de nous permettre d'être présents dans ces temps difficiles. Et je suis à votre disposition pour les questions. Alors, je reprends le fil de vos questions, excusez-moi. Voilà, donc je ne sais pas si François, j'ai répondu à votre question. Je vous laisse
remettre un message pour me dire si j'ai répondu à votre question sur notre rôle et depuis combien de temps. Alors là, cette mission, on y revient depuis à peu près un mois. Jusque-là, on avait une présence intermittente. On souhaite travailler, et c'est vraiment une orientation qu'on souhaite prendre, à une présence permanente au Liban. Il y a un enjeu que j'ai pas soulevé, mais je pense que vous vous doutez que c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur, c'est qu'il y a des populations qui sont particulièrement fragiles ici au Liban. Alors, l'intégralité de la population, bien entendu, en grand danger. Euh, Certaines populations ont des barrières supplémentaires à l'accès aux soins. Je pense en particulier aux réfugiés au Liban, qu'ils soient palestiniens ou syriens, qui n'ont pas les mêmes aides financières pour l'accès aux soins. Or, il y a malheureusement, je pense que vous le savez aussi, un retrait de certains acteurs du soin. Le Haut Comité aux réfugiés a arrêté l'an dernier son soutien financier pour permettre aux réfugiés, notamment aux réfugiés syriens, d'avoir accès aux soins hospitaliers. Et ça impacte directement les populations. C'est également évidemment quelque chose sur lequel on travaille. Et donc avoir cette présence permanente au Liban et couplée avec nos activités en Syrie aurait, selon nous, beaucoup de sens. Euh, voilà. Donc pour le nombre de soignants que l'on regroupe, nous on ne fait pas de soins directs labellisés MEAD, on n'a pas de gens sauf cas très particuliers, qui vont faire du soin directement recrutés dessus, en tout cas au stade où on est. Il se peut qu'opérationnellement ça devienne important, mais il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des soignants au Liban qu'on souhaite soutenir dans leurs activités, dans les hôpitaux dans lesquels ils travaillent. Euh, je vois une question de Tesnim euh, le- de, sur qualité de connexion. J'espère que c'est revenu. Alors, quel type de professionnels de santé on forme à l'échographie d'urgence? Actuellement, c'est exclusivement les médecins. Ce n'est pas un choix de notre part. C'est une question légale au Liban. Sur d'autres pays, on a formé d'autres professionnels, on a formé des infirmiers, on a formé des paramédics. C'est quelque chose qu'on a fait par exemple en Ukraine. C'est pas quelque chose qui est autorisé légalement actuellement au Liban. C'est une question qu'on a ouverte, par contre, avec le ministère de la Santé. Moi, je communique, donc pour répondre à votre question, Irène, moi, je communique avec les équipes essentiellement en anglais, mon arabe étant bien moins bon que ce que j'aimerais qu'il soit. Mais j'y travaille. Mais voilà, on communique en anglais. Au Liban, euh, la grande majorité de la formation médicale est faite soit en anglais, soit en français, selon l'université dans laquelle vous avez été. Concernant la charge matérielle, le coût de l'échographie, globalement, il faut que vous considériez qu'une sonde d'échographie et la tablette qui va avec, c'est 5 000 euros. Et donc, c'est notamment grâce à vos dons qu'on est en mesure de fournir du matériel d'échographie, en sachant qu'on est également en partenariat avec d'autres ONG, une ONG libanaise, une ONG internationale, donc Med Global et ANERA, pour ce projet de formation. Voilà. Euh, donc, concernant le soutien du gouvernement français à notre organisme, on a proposé plusieurs projets, notamment celui-là, au soutien de la France. On a par ailleurs, et dont voilà, on est en discussion avec eux, et par ailleurs, on a un soutien diplomatique et une assistance sur certaines questions, que ce soit par exemple de discussion avec les autorités locales. On a également un appui par le gouvernement français sur ça. Combien de personnel MEAD au moment où on parle actuellement au Liban? On a deux personnels qui sont donc votre serviteur et Madame Rola Karim qui est notre officier local qui fait la coordination également avec moi et on travaille avec des formateurs libanais et des formateurs internationaux amenés par Med Global pour faire cette formation. Pour ce qui est de l'état des blocs opératoires, oui, bien sûr, les blocs opératoires sont extrêmement en tension. Comme vous le savez, l'approvisionnement en équipements et en consommables chirurgicaux est extrêmement difficile et les chaînes logistiques sont sous de très fortes tensions. Les blocs opératoires sont très difficiles. Le transfert de patients pour aller dans une zone où le bloc opératoire est mesure de en charge est également très difficile parce que le transport est à risque. Euh,
Donc les contraintes sur l'activité chirurgicale, elles sont majeures, en particulier dans le sud, mais dans tout le pays. Euh, alors donc le recours à des quads identifiés par des Croix-Rouges et munis de matériel de premier secours paraît-il envisageable? C'est, à ma connaissance, pas une modalité qui a été retenue au sens où c'est des déplacements qui sont extrêmement à risque, ce d'autant que une modalité comme ça permet d'aller joindre le blessé là où il est, mais ça n'offre pas la solution de transport. Et donc, actuellement en tout cas, donc nous, on n'a pas d'activité de transport de blessés en soi, mais des discussions que l'on a avec les acteurs qui répondent à ça, c'est pas en tout cas une modalité qu'ils ont retenue pour cette raison pour laquelle toute sortie est une sortie à très haut risque. Hein, toute la zone est observée par des drones. Euh, et que un quad peut être considéré comme potentiellement relevant d'une unité combattante, donc une cible. Euh, et donc, utiliser cette modalité-là sans que ça offre la possibilité de transporter le patient, quelque chose qui n'a pas été retenu par les acteurs qui le font. Euh, pour ce qui est des bénévoles, on n'a pas de bénévoles opérationnellement. Le fait est que pour ce qui est des activités, en tout cas au Liban, on a ce choix, c'est une orientation que l'on assume, qui est que on veut que les mains et les têtes et les cœurs qui soignent au Liban, ils soient libanais. En tout cas, tant qu'il y a un la possibilité de recruter et de travailler avec les soignants libanais qui sont là et qui sont ceux qui sont en première ligne, qu'ils soient pour travailler pour des ONG, qu'ils soient en travaillant dans des hôpitaux publics, dans des hôpitaux privés, dans des associations, ou parfois, et c'est le cas peut-être du docteur Scoury que vous avez pu suivre l'an dernier, il va bien. Malheureusement, le village de Dermima c'est absent, mais la clinique qu'il soutient à titre bénévole, il continue d'aider des personnes déplacées. Et donc c'est avant tout ces soignants-là que l'on souhaite soutenir. Et actuellement, on n'a pas en tout cas identifié de besoin de bénévoles compensant ce qui peut être fait par des personnes par des soignants libanais ici. Concernant la volonté de la part des autorités libanaises ou des grandes ONG de documenter les crimes de guerre, euh, oui, oui, alors il y a, et même ici, il y a des ONG qui sont tout à fait spécialisées là-dessus, qui relèvent les preuves, qui ont notamment, voilà, des ONG qui ont permis de documenter de manière claire l'usage de phosphore blanc. Alors l'enjeu étant aussi que toutes les parties combattantes n'ont pas signé toutes les conventions en vigueur. Je pense notamment aux bombes à sous-munitions. Ce qui fait que pour le coup, pour la qualification en bombe à sous-munitions, d'un point de vue purement juridique, c'est débattable, mais tout simplement parce que il y a tout un tas de conventions qui n'ont pas été signées. Euh, mais voilà, il y a des ONG qui sont spécialisées, qui sont spécialisées là-dedans et qui font ce recueil-là. Donc la documentation, elle est présente. La question après, effectivement, c'est le relais. Je pense que ça rejoint la question suivante de Sylvie. Merci beaucoup. Qui sont les espoirs sur les plans politiques et diplomatiques. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire en tant qu'acteur ONG, c'est d'avoir des plans plutôt que des prévisions, on va dire. C'est-à-dire que dans des situations de très haute incertitude, euh, si nous, on se projette dans un scénario et qu'on dit on pense qu'au vu du contexte, il va se passer A ou B, et donc on planifie en conséquence, on prend le risque de ne pas être capable d'opérer s'il se passe C. Et donc, il est aussi notre responsabilité de relativement peu s'engager, en tout cas sur le plan opérationnel, sur les différentes voies. Maintenant, pour rentrer plus dans votre question, il y a des discussions qui sont en cours. Il y a, euh, on va dire, ce qui est rapporté par les différents acteurs, c'est un optimisme assez limité, on va peut-être le dire comme ça, étant donné que la volonté combattante est assez marquée, étant donné les difficultés politiques. Cela dit, je prends un simple exemple. Voilà,
mouiller un petit peu là-dessus, mais je pense quand même que ça vaut le coup d'être entendu. Vous savez, peut-être qu'il y a des Libanais dans l'audience, donc j'ai pris de me pardonner si je fais un peu des raccourcis, mais je pense que quelque chose que vous entendez beaucoup dans les sphères médiatiques, c'est le spectre du retour de la guerre civile. Puisqu'on entend beaucoup, et notamment dans les médias français, ces éléments sur les tensions communautaires, etc. Je trouve très très dommageable que on parle que des forces qui travaillent à la division, puisqu'il y a, je pense, au moins autant d'acteurs dans toutes les communautés qui travaillent à l'apaisement de ces enjeux-là. Donc, le scénario du pire, le fait de dire que ce conflit va raviver les braises de conflits communautaires anciens, je pense que c'est masquer des initiatives de la société civile qui sont fondamentales, qui sont présentes, qui sont très actives. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité de leur faire écho. Euh, Concernant la question d'Elisabeth sur les laboratoires de matériel médical, ils sont impliqués alors pas dans notre action nous directement, puisque les sondes d'échographie on les achète à prix réduit néanmoins, puisque le fabricant General Electric en l'occurrence a accepté de baisser ses prix au maximum, en tout cas pour ça, mais néanmoins on les achète. Euh, mais les, euh, je sais qu'à échelle nationale, il y a plusieurs laboratoires, différents pays, et notamment le laboratoire français, qui ont fait des dons de médicaments et des dons matériels. Euh, les ONG nationales libanaises avec lesquelles on travaille, en l'occurrence, on travaille avec ANERA, qui est une ONG locale. On travaille par ailleurs à Med Global, qui est une organisation on est en discussion avec beaucoup d'autres ONG et donc voilà, on est en discussion de ce qui peut être fait opérationnellement, mais oui, on a des discussions. Vous savez, les ONG, c'est une grande communauté au Liban. Les ONG nationales en particulier sont très fortes. C'est quelque chose sur lesquels on veut absolument s'appuyer. Donc voilà, on tient à ça, mais voilà, là, actuellement, pour ce qui est de la formation à l'échographie, on a un partenariat formel avec ANERA et des discussions avec plusieurs autres acteurs. Voilà, je crois avoir vu alors. J'ai une question d'Elisabeth. Donc, des produits anesthésiants pourraient-ils être collectés en Europe et nous arriverait-il? Alors, en soi, c'est possible. Euh, c'est c'est possible en soi, en gardant en tête que on a également la responsabilité de s'assurer du circuit de qualité médicaments. Euh, donc, les voies d'envoi, ce qui a été décidé à l'échelle du ministère de la Santé, c'est d'avoir un canal pour l'envoi de médicaments et également, du coup, la distribution. Puisque une des choses sur lesquelles travaille le gouvernement libanais, c'est de s'assurer de l'équité de la distribution de l'aide internationale. Et donc, il y a un canal principal qui est celui du ministère de la Santé auquel on tient à respecter. On ne veut pas voilà, retirer aux autorités libanaises leur légitimité à assurer une équité de la distribution de l'aide. Mais du coup, il y a un canal. Si vous avez des choses vraiment particulières, je peux vous mettre en relation avec ces canaux-là. Vous pouvez me contacter par mail, tout à fait. Je suis désolé pour les difficultés de connexion, comme vous vous doutez, les contraintes ici sont ce qu'elles sont. Je pense pas voir d'autres questions. Je sais pas, Coralie, si tu voulais intervenir puisque tu avais pris le relais. Euh, voilà, je sais, sinon je pense que je vais conclure le- l'événement. Euh, voilà, Coralie qui met un message. Voilà, n'hésitez pas à contacter cette adresse mail donc de relations donateurs @mead. De toute façon, tout est relayé aux bonnes personnes dans l'organisation, quel que soit le champ. Euh, voilà, on vous l'a projeté, mais je tiens quand même à vous le représenter. Le lien pour nos dons, puisque comme vous le savez, c'est grâce à ces dons que l'on est là. Là, comme Michel vous l'a dit, la mission que je suis en train de faire là actuellement, elle est 100% sur les donations que vous avez toutes et tous fait. Donc, je tiens encore à vous remercier, à la fois mon organisation également, personnellement, puisque voilà, on a des résultats.
concret. Là, j'étais à l'hôpital aux urgences aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait un diagnostic d'insuffisance cardiaque chronique qui était méconnu et qui a changé la prise en charge du patient. Voilà, et puis on a une ouverture de cet accès à l'échographie qui, si vous avez suivi l'émission en Ukraine et au Palestine, vous savez à quel point ça peut être important. Voilà, c'est l'effet direct des dons que vous nous faites. Donc, je suis à la fois ravi de pouvoir vous montrer concrètement ce à quoi amènent vos dons et forcément, comme vous en doutez, vous encourager à continuer et à renforcer votre soutien pour tous ceux qui le peuvent. Je vous remercie beaucoup encore pour votre attention et on est à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à contacter Coralie et Michel ou à me contacter également. Je vous remercie pour votre attention. Merci à nouveau pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.